Disons les choses franchement. Le sport que 3 milliards de personnes considèrent comme le leur, un jeu né sur des terrains boueux de cours d'usine inventés par des mineurs et des ouvriers de l'acier, pratiqué avec des chiffons roulés en boule dans des ruelles des 6 continents, est aujourd'hui dirigé par un homme qui a remis un prix de la paix à Donald Trump, laisse des supporters payer 8 000 $ pour une place en finale et vient d'annoncer qu'il compte rester aux commandes de toute la machine jusqu'en 2031. Et le plus extraordinaire, personne à l'intérieur de la FIFA ne peut l'arrêter. Mais quelque chose est en train de changer. Quelque chose vient de se produire à huis clos. Quelque chose que les dirigeants de la FIFA espéraient ne plus jamais voir se répéter. Et si l'on comprend l'histoire qui nous a menés jusqu'ici, on comprend exactement pourquoi ce moment semble différent. Le 27 mai 2015, Zurich s'est réveillé comme n'importe quel autre matin. Les banquiers buvaient de près leur café, les cadres entraient dans leurs bureaux et, à l'intérieur de l'hôtel 5 étoiles bord au lac, les hauts responsables de l'organisation sportive la plus puissante de la planète s'installèrent pour conduire leurs affaires annuelles. Puis la police suisse est entrée et les arrestations ont commencé. 7 des plus hauts responsables de la FIFA ont été interpellés ce matin-là. Le département de la justice des États-Unis venait de rendre publique une vaste inculpation, faisant état de plus de 150 millions de dollars de commissions occultes et de pots de vin versés à des dirigeants de la FIFA, de l'argent payé par ceux qui voulaient leur part de la Coupe du monde masculine. La procureure générale de l'époque, Loretta Lynch, s'est présentée devant les caméras et a qualifié ce qu'elle avait découvert au sein de la FIFA de corruption généralisée, systémique et profondément enracinée. Il ne s'agissait pas de quelques brebis galeuses. La corruption était le système lui-même. Le président de longue date, Sepp Blatter, qui dirigeait l'organisation depuis 17 ans, a démissionné en quelques jours, même s'il n'a pas été inculpé. Dans le chaos qui a suivi, 31 personnes ont finalement plaidé coupables pour des chefs allant du crime organisé à la fraude électronique en passant par le blanchiment d'argent. Ce fut le scandale le plus destructeur de l'histoire du sport organisé. Et pendant une fenêtre brève, remarquable, dans les semaines qui ont suivi ces arrestations, les hommes et les femmes qui dirigent le football européen se sont regardés et ont posé une question qu'ils n'avaient jamais osé formuler auparavant. Et si nous partions tout simplement ? Ils ont bien failli le faire. Les grandes puissances du football européen n'étaient plus qu'à quelques jours d'une rupture totale avec la FIFA. Elles avaient vu l'ouverture. Elles étaient prêtes à agir. Puis un grand avocat italo-suisse qui avait travaillé pour l'UEFA, la Confédération européenne de football, s'est avancé et leur a dit qu'il était différent. Il s'appelait Gianni Infantino et il a promis de rendre la FIFA au football. Il a remporté la présidence en février 2016 et l'Europe est restée. À ce moment-là, il y avait une ouverture, a déclaré Miguel Poyares Maduro, un juriste portugais recruté après le scandale pour diriger le nouveau comité indépendant de gouvernance de la FIFA. Cette ouverture existait. Maduro devait faire appliquer le devoir de diligence et la neutralité politique dans les structures de la FIFA. Il était là pour que les réformes deviennent réelles, pas seulement rhétoriques. Il n'est pas resté longtemps. La direction d'Infantino a licencié Maduro et 2 membres de son comité en 2017, seulement 11 mois après leur arrivée, après des mois de conflits croissants autour de décisions politiquement sensibles. L'un de ces conflits concernait son refus d'autoriser le vice-premier ministre russe Vitali Mutko à siéger au Conseil de la FIFA, une violation évidente des règles interdisant l'ingérence gouvernementale dans le sport. Pour avoir pris cette décision, Maduro a été écarté. Selon ses propres mots, la direction de la FIFA ne voulait pas de responsabilité publique. La FIFA fonctionne fondamentalement comme un cartel politique, a déclaré Maduro au magazine Fortune en juin 2026, avec une forte concentration du pouvoir entre les mains du président. Au bout du compte, c'est lui qui détermine qui agit à chaque niveau du football. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit la même chose aux députés britanniques. Seule une pression extérieure contraindrait un jour la FIFA à changer. De l'intérieur, le système se verrouillait lui-même. Et il n'y a pas eu que Maduro. Le chef des enquêtes éthiques de la FIFA, Cornel Borbeli, et le juge éthique Hans-Joachim Eckert ont également été écartés en mai 2017. Borbeli a qualifié son éviction, ainsi que celle d'Eckert, de fin de facto des efforts de réforme de la FIFA. Des enquêteurs qui ont ensuite obtenu des courriels internes ont découvert qu'Infantino faisait lui-même l'objet d'une enquête pour de graves violations éthiques au moment précis où il a entrepris de faire partir les personnes qui enquêtaient sur lui. La nouvelle présidente de la chambre d'instruction du comité d'éthique a ensuite affirmé qu'Infantino n'était pas visé par une enquête. Les courriels racontaient une autre histoire. Voilà donc le socle de ce que nous avons sous les yeux.
Non pas une instance dirigeante qui aurait glissé vers de mauvaises habitudes, une machine politique construite pour maintenir le pouvoir concentré et éliminer quiconque menaçait cette concentration. Les mots de Maduro, cartel politique, ont été choisis avec soin par un homme formé au droit et à la gouvernance. Il les pensait exactement comme il les a prononcés. Parlons maintenant de Gianni Infantino, parce qu'il est le moteur de tout ce qui s'est passé depuis. Il a 56 ans. C'est un avocat italo-suisse qui a succédé à Sepp Blatter après sa disgrâce et a promis une nouvelle ère de transparence. Au cours de la dernière décennie, à l'aune de n'importe quel indicateur commercial, il a obtenu des résultats considérables. La Coupe du Monde de cet été devrait générer environ 8 milliards 900 millions de dollars de revenus, soit à peu près le double des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur ce total, 3 milliards 900 millions proviennent des droits de diffusion, 3 milliards de la billetterie et de l'hospitalité, 1 milliard 800 millions du sponsoring. Les recettes de la FIFA sur ce cycle de 4 ans devraient augmenter d'environ 73% par rapport au cycle précédent. La Coupe du Monde des clubs, qu'Infantino a élargie de 7 à 32 clubs, a apporté à elle seule 2 milliards de dollars de revenus supplémentaires à la FIFA l'an dernier, ce qui a valu à Infantino lui-même une hausse de 33% de son bonus. Sa rémunération annuelle totale est estimée à 6 millions de dollars. Ses défenseurs vous diront que c'est de la compétence. Ses critiques vous diront que l'argent est le mécanisme du contrôle. Voici comment l'argent fonctionne. La FIFA compte 211 associations membres, une dans presque chaque pays de la planète. Tous les 4 ans, chacune de ces associations reçoit un paiement de la FIFA. Dans le cadre du système FIFA Forward, mis en place par Infantino en 2016, cette enveloppe peut atteindre jusqu'à 8 millions de dollars par association sur un cycle de 4 ans destiné au développement du sport. Une grande partie de ces fonds va vers des nations plus petites et plus pauvres, les Jordanie, Ouzbékistan et Curaçao, qui se sont qualifiés pour cette Coupe du Monde, en partie parce que l'expansion de la FIFA a créé davantage de places précisément pour ce type de pays. Et en juin 2026, chacune des 48 équipes participantes se voit garantir au moins 12,5 millions de dollars par la FIFA. La générosité est réelle. Les liens de dépendance qui l'accompagnent le sont tout autant. Chacune de ces 211 associations dispose d'une voix pour élire le président de la FIFA. L'immense Chine, une voix. La minuscule Samoa, une voix. Des nations dont les fédérations nationales dépendent des fonds de la FIFA pour survivre au quotidien. Une voix chacune comme l'Angleterre, l'Allemagne ou le Brésil. Dans son nouveau livre FIFA Connexion, enquête sur le système Infantino, le journaliste sportif français Simon Boll décrit avec une précision clinique ce que cela crée, un système d'allégeance. Les associations dépendantes de l'argent de la FIFA sont incitées à soutenir l'homme qui le distribue. Aujourd'hui, le premier critère de cet organisme mondial, c'est l'argent, écrit Boll, et le président ne cherche même pas à le cacher. Résultat, Infantino a été réélu 2 fois sans opposition et a déjà annoncé son intention de se représenter en 2027. Selon les règles de la FIFA, un président peut exercer jusqu'à 3 mandats consécutifs de 4 ans. Toutefois, les 39 premiers mois d'Infantino en fonction à partir de 2016 n'ont pas été comptabilisés comme un mandat complet, une interprétation technique qui lui ouvre en pratique la voie pour rester au pouvoir jusqu'en 2031. Lors du 76e congrès de la FIFA à Vancouver en mai 2026, il a confirmé son intention de se représenter. Il disposerait du soutien de 111 nations membres en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Aucun adversaire ne s'est déclaré. L'élection est une formalité, un homme, aucune concurrence, un contrôle total sur le sport que regardent 3 milliards de personnes. Ce n'est pas un organe de gouvernance, c'est un monopole en maillot d'arbitre. Et cela nous mène à la Coupe du Monde 2026, le tournoi d'Infantino, construit à son image, organisé dans le pays dont le président a été photographié avec lui plus que tout autre dirigeant mondial. La Coupe du Monde a débuté le 11 juin à Mexico et se poursuit jusqu'au 19 juillet, date de la finale au MetLife Stadium dans le New Jersey. 48 nations y participent, contre 32 lors de la dernière Coupe du Monde masculine au Qatar. 104 matchs seront disputés dans 16 villes de 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada, la première Coupe du Monde de l'histoire organisée simultanément par 3 nations. L'échelle est vertigineuse. Infantino a livré le plus grand événement sportif jamais enregistré, et il voulait que tout le monde sache qu'il était le sien. Lors de la cérémonie du tirage au sort à Washington, D.C., en décembre 2025, au Kennedy Center,
Infantino a remis à Donald Trump un prix nouvellement créé, le tout premier prix de la paix de la FIFA. Cette récompense était présentée comme honorant des personnes ayant mené des actions exceptionnelles et extraordinaires en faveur de la paix et, ce faisant, uni des peuples à travers le monde. Trump a accepté le trophée et la médaille, puis a déclaré à sa manière caractéristique « Le monde est maintenant un endroit plus sûr ». The Guardian a rapporté un malaise croissant parmi des responsables de rang intermédiaire et supérieur de la FIFA face à cette décision. Al Jazeera a documenté de nombreuses critiques venues de dirigeants du football et de joueurs qui ont dénoncé une politisation du sport. La FIFA a réaffirmé son engagement envers cette décision et n'a pas répondu à ce qu'elle a qualifié de rumeurs, d'inquiétudes internes. Pour comprendre pourquoi ce prix compte au-delà de l'image, il faut comprendre la relation qu'il représente. Infantino a assisté à la seconde investiture de Trump en janvier 2025. Il a assisté au sommet de paix de Trump sur Gaza en Égypte. Il a été photographié aux côtés de Trump à la Maison-Blanche et dans plusieurs enceintes internationales. Ce partenariat n'est ni discret ni accidentel. La Coupe du Monde 2026 exigeait la coopération du gouvernement des États-Unis au plus haut niveau. La FIFA avait besoin de Trump. Trump voulait la Coupe du Monde. Chacun a donné à l'autre quelque chose de précieux. Le prix de la paix en était le reçu. Cette relation a aussi produit certains des moments les plus embarrassants de la préparation du tournoi. Les décrets d'interdiction de voyage de Trump, entrés en vigueur le 1er janvier 2026, ont imposé des restrictions complètes de déplacement aux citoyens de plusieurs pays. 4 de ces pays, l'Iran, Haïti, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. L'Iran et Haïti font face à des restrictions complètes. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire à des restrictions partielles. Au titre des exemptions, les joueurs, les officiels des équipes et les membres de leurs familles proches voyageant pour la Coupe du Monde peuvent entrer aux États-Unis. Les supporters, eux, ne le peuvent pas. Julien Quadio, président du groupe national des supporters ivoiriens, a confirmé que les fans basés dans son pays s'étaient vu refuser des visas. Aucune exemption ne leur est accordée. Ils se sont entraînés, ils se sont qualifiés, ils ont gagné leur place et leurs supporters ne peuvent pas les suivre. Infantino a remis à Trump le prix de la paix de la FIFA. L'administration Trump a de fait interdit aux supporters de 4 nations qualifiées d'assister au tournoi. La FIFA n'a pas retiré la compétition. La FIFA n'a pas publié de protestation officielle. La FIFA, selon les mots d'un ancien responsable, a demandé aux fans en colère de se calmer. Puis, il y a les billets. La Coupe du Monde 2026 affiche les prix de billets les plus élevés de l'histoire du tournoi. La FIFA a utilisé pour la première fois une tarification dynamique, un modèle variable dans lequel les prix fluctuent selon la demande. Le prix moyen des places les moins chères pour les matchs d'ouverture dans les villes hautes américaines varie de 253 à 1399 $, selon une analyse de NBC News. Le prix moyen de revente des places bon marché pour la finale au MetLife Stadium atteint 8 586 $. Sur sa propre plateforme de revente et d'échange, la FIFA a vu des billets de finale listés à des millions de dollars. Sur cette plateforme, elle facture 15% de frais d'achat à l'acheteur et 15% de frais de revente au vendeur. Lorsque les billets ont été mis en vente générale pour la première fois, en décembre 2025, les places les moins chères de la phase de groupe commençaient à 140 $. Les places les moins chères pour la finale commençaient à 4 185 $. Les groupes de supporters du monde entier ont explosé de colère. Football Supporters Europe a accusé la FIFA de trahison monumentale. Fin 2025, sous une pression immense, la FIFA a créé une nouvelle catégorie de billets à 60 $ pour les supporters des équipes participantes. Les associations nationales dont les équipes disputent un match recevraient 8% des billets pour ce match, à un prix fixe de 60 $. Mais le marché général a continué à fonctionner avec une tarification dynamique. Un bug du site début juin 2026 a accidentellement donné des billets gratuits à certains supporters. La FIFA leur a envoyé des mises en demeure, leur ordonnant de payer sous 7 jours ou de perdre leur place. Les procureurs généraux de New York et du New Jersey ont annoncé fin mai 2026 l'ouverture d'une enquête formelle sur les pratiques de billetterie de la FIFA. Un sondage Ipsos a montré que 59% des Américains estiment que le coût global pour assister à un match de Coupe du Monde est trop élevé pour l'Américain moyen. 2% seulement l'ont jugé abordable.
Même Trump, dont l'administration a contribué à rendre possible l'architecture politique du tournoi, a déclaré aux journalistes en mai qu'il ne paierait pas non plus 1 000 $ pour un billet afin de voir l'équipe masculine des États-Unis. La légende du football Gary Lineker, soulier d'or de la Coupe du Monde 1986, a exprimé ses craintes sur ce que le modèle tarifaire de la FIFA fait à l'âme du sport. Ce qui est formidable dans la Coupe du Monde, sa joie, ce sont les supporters brésiliens qui arrivent par milliers, les Argentins, les Néerlandais en orange. Mais la FIFA va-t-elle les exclure par les prix? Est-ce que tout va devenir purement corporate? Comment les gens peuvent-ils se permettre de tels tarifs? A demandé Lineker. Au Qatar, en 2022, des supporters argentins ont vendu leur voiture pour assister au match. Cette fois, cela ne suffira pas. La une du magazine Fortune de juin-juillet 2026 posait la question centrale. La Coupe du Monde a-t-elle rendu la FIFA trop grande pour tomber? L'article citait Bonita Merciades, ancienne dirigeante du football australien, qui a contribué à révéler la corruption de la FIFA dans les années 2000. La FIFA est presque trop grande pour échouer ou trop grande pour être démantelée. La réformer, disait-elle, est très très difficile. Tout le monde veut que son pays gagne la Coupe du Monde. Cette dernière phrase est la clé pour comprendre pourquoi le contrôle de la FIFA s'est révélé si durable. Aucun joueur ne prend le risque d'être exclu de la Coupe du Monde. Aucun pays ne prend le risque de perdre sa place. Lorsque 12 riches clubs européens ont tenté de créer une Super Ligue européenne dissidente en 2021, Infantino leur a simplement dit « Vous êtes dedans ou vous êtes dehors ». Le projet s'est effondré en 48 heures. Aucun joueur n'a osé risquer une exclusion de la Coupe du Monde. Foreign Policy a décrit la situation actuelle comme le « moment Versailles » de la FIFA, une référence au détachement historique de la cour royale française vis-à-vis de la population qu'elle gouvernait. La FIFA vend des maillots en édition limitée des villes hôtes à 375 $ pièce, environ 37% du budget alimentaire mensuel d'une famille américaine moyenne de 4 personnes. L'organisation se présente comme une entité à but non lucratif. Elle attend 9 milliards de dollars de revenus de ce seul tournoi. Environ 80% des hôtels américains dans les villes hôtes ont signalé, à l'approche de juin, des réservations liées au mondial inférieures aux attentes. Les foules viendront parce que le football attire les gens. Mais la réalité économique de cette Coupe du Monde en a déjà fait la plus controversée de l'histoire. Et c'est ici que cette histoire bascule. Car la même question que se posaient les puissances du football européen dans les jours suivant les arrestations de l'hôtel en 2015 est à nouveau posée en ce moment même. Lors de réunions à huis clos au plus haut niveau du football européen cette semaine, les nations qui contrôlent plus de 100 milliards de dollars de revenus liés au football ont formellement discuté de la création d'une structure capable de fonctionner sans la FIFA. L'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Brésil, l'Argentine. Les 8 nations qui génèrent par l'écrasante majorité de la valeur commerciale du football mondial se sont assises dans une pièce et ont posé la question que la FIFA a passé 2 décennies à empêcher quiconque de formuler à voix haute « Que se passe-t-il si nous partons, tout simplement ?» Les chiffres rendent la menace réelle d'une manière qui ne l'était pas, en 2015. La Premier Ligue anglaise génère à elle seule environ 4 milliards de dollars de revenus par an. La Bundesliga allemande, la Liga espagnole, la Ligue 1 française, la Serie A italienne, ajoutez-les aux géants sud-américains et vous obtenez une économie du football d'une taille vertigineuse. Infantino lui-même a déclaré aux investisseurs lors de la conférence mondiale du Milken Institute à Los Angeles en mai 2026 que l'économie mondiale du football représente environ 300 milliards de dollars par an, dont 70% sont générés en Europe. Les 8 nations assises dans cette pièce constituent le cœur de ces 70%. Leur levier vient d'une réalité structurelle fondamentale. La FIFA tire l'essentiel de son argent d'un seul événement, la Coupe du Monde masculine. La Coupe du Monde n'a de valeur que parce que les meilleurs joueurs du monde y participent. Ces joueurs évoluent dans les clubs appartenant aux associations et aux ligues de ces 8 nations. Retirer ces nations et le produit que la FIFA vend aux diffuseurs et aux sponsors pour des milliards de dollars cesse d'être le produit pour lequel quiconque paiera des milliards. C'est ce qui rend le moment actuel véritablement différent de toutes les autres pressions réformatrices depuis 2015. Infantino ne peut pas licencier ce comité. Il n'y a pas de comité à licencier. Il y a 8 fédérations souveraines de football, représentant le moteur commercial du football mondial, qui se demandent si l'arrangement actuel les sert encore ou s'il ne sert plus que lui.
La question de savoir à quoi ressemblerait une réforme de la FIFA, si elle arrive un jour, est compliquée par la même arithmétique structurelle qui rend la position d'Infantino si solidement ancrée. 211 associations membres, pour la plupart dépendantes des fonds de la FIFA, chacune votant à égalité avec les nations les plus riches du monde. Un tel système ne se corrige pas tout seul. Miguel Maduro l'a dit clairement aux députés britanniques après son licenciement. Seule la pression extérieure imposerait le changement. Il avait raison alors. La pression extérieure qui monte aujourd'hui, venue des 8 nations, des groupes de supporters déposant des plaintes formelles auprès de la Commission européenne sur le prix des billets, des procureurs généraux d'État ouvrant des enquêtes à New York et dans le New Jersey, de Fortune, de Foreign Policy et de tous les grands médias qui couvrent la Coupe du Monde 2026 autant comme une affaire politique que sportive, est la pression la plus concentrée que la FIFA ait affrontée depuis que la police suisse est entrée dans cet hôtel de Zurich il y a 11 ans. L'Arabie saoudite a obtenu les droits de la Coupe du Monde 2034 fin 2024 en tant que seule candidate, après que la FIFA a rompu avec les précédents en exigeant de ses membres qu'ils votent sur les hôtes de 2030 et de 2034 lors de la même réunion. Cela n'a laissé que l'Arabie saoudite, important soutien financier de la FIFA, avec un dossier prêt pour l'événement suivant. Tout le processus a révélé à quel point la prise de décision de la FIFA est façonnée par les relations entre Infantino et les États du Golfe. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmané fait partie des dirigeants étrangers avec lesquels les critiques d'Infantino affirment qu'il a cultivé des liens inhabituellement étroits. La Coupe du Monde 2026 s'achèvera le 19 juillet. Les comptes se régleront sur le terrain. Lamine Yamal, l'Espagnol de 18 ans, fils d'immigrés africains aux revenus modestes, repéré à 10 ans par un recruteur avisé du FC Barcelone, devrait gagner jusqu'à 46 millions de dollars cette année et fait partie des grandes stars du tournoi. Le football lui-même sera extraordinaire. Il l'est presque toujours. Mais après le coup de sifflet final, la question structurelle demeurera. Un homme, aucune concurrence, le contrôle sur le sport, qu'aiment 3 milliards de personnes à la tête d'une machine qui a généré 9 milliards de dollars cet été, pendant que des supporters de nations qualifiées étaient refoulés à la frontière, pendant que la place la moins chère pour la finale coûtait ce qu'une famille de 4 personnes dépense en nourriture pendant 3 mois, pendant que le comité de réforme qu'il avait engagé pour nettoyer la FIFA était licencié pour avoir tenté de faire exactement cela. L'histoire retient les arrestations de 2015 comme le moment qui a failli tout changer. Que 2026 devienne le moment qu'il a réellement fait dépendra de la capacité de 8 nations réunies à huis clos à aller jusqu'au bout d'une question que la FIFA s'assure depuis 2 décennies que personne ne pose à voix haute. L'ouverture existe. Reste à savoir si quelqu'un la franchira. C'est l'histoire qui vient maintenant.